Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fera suite avec la vidéo make-up et coiffure. Et donc aujourd'hui je vais vous faire la review du film Mufasa, le nouveau film Disney, donc le nouvel animé Disney version film qui était là dans les salles au mois de décembre et janvier peut-être, je ne sais plus. Donc je vais vous faire la review de ce nouveau film Disney qui est sorti, donc adaptation, alors c'est pas une adaptation en fait, ils ont voulu raconter, inventer l'histoire de Mufasa, donc d'où le titre du film. Et donc l'histoire, donc on va planter le décor tout de suite. Pour ceux qui ne veulent pas de spoil, qui veulent attendre les sorties peut-être DVD ou dans les plateformes de streaming, etc. Je vous conseille de ne pas voir cette vidéo bien évidemment. Sinon, si ça vous intéresse, reste avec moi. Donc parce que là, je vais parler du film directement. Je vais faire un petit résumé du film. Ensuite, je vais vous parler, je pense, de ce que j'ai attendu. Savoir si ça a répondu à mes attentes ou pas, et un petit débat réflexif comme d'habitude, et on va voir un petit peu, parce que pareil, je n'ai pas trop fait de plan, n'est-ce pas? Ça va sortir au gré de ce qui me vient, donc on va essayer de garder une ligne directrice, mais bon, avec moi, on ne sait jamais. Donc, pour l'histoire du film, donc les petites claquettes, toujours pareil, hein, ce sont mes petits chiens qui vadrouillent. Donc pour l'histoire du film, en fait, ça raconte l'histoire de Mufasa, donc qui était le père de Simba. Donc moi, à savoir que je n'ai pas vu le film, l'adaptation en film du Roi Lion. Donc moi, je vais me baser simplement sur ce que je connais du dessin animé, enfin des deux dessins animés, donc du Roi Lion et du Roi Lion 2, donc de Disney, donc les animés de chez Disney, mais pas l'adaptation en film du Roi Lion. Parce que, comme beaucoup d'enfants, j'ai été traumatisée par une fameuse scène, bien évidemment. Et très franchement, même aujourd'hui, à l'âge adulte, peu importe, j'ai pas spécialement envie de voir ce genre de film. J'ai pas envie de me replonger dans cette émotion-là, etc., etc. Vous savez que moi et les Disney, c'est une grande histoire d'amour. Je suis très sensible au Disney, les messages sont très forts pour moi, les musiques, etc. Donc j'ai pas envie de me replonger dans, voilà, dans le deuil d'un parent, etc. Merci bien. Donc j'ai pas envie pour l'instant de le voir. Peut-être qu'un jour je le verrai si je suis motivée, si je suis vraiment dans une très bonne journée. Il se trouve donc qu'on a vu le film Mufasa en famille. Je vous avoue que je ne voulais pas le voir non plus. Parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais fait déjà une idée dans la tête, mais bon. Donc je l'ai fait pour mes filles, on l'a vu avec mes enfants bien évidemment, mais je vous avoue que j'étais assez réticente, étant donné ce qu'ils avaient fait du dessin animé, donc je connaissais, donc je sais pas si le film est raccord au Disney, en tout cas sur le Disney, voilà, j'avais pas envie d'avoir un petit peu des consonances, des références à ça, je voulais pas me replonger dans tout ça. Donc, pour se plonger dans l'histoire du film, ça commence tout de suite en fait avec une famille. Donc, on comprend que il s'agit donc du père et de la mère de Mufasa, et on voit derrière eux qu'ils ne sont pas dans un endroit. Ils sont un peu dans un environnement un peu austère, assez désertique. Il n'y a pas trop de végétation, donc on peut s'imaginer qu'il n'y a pas trop de quoi subvenir à ses besoins alimentaires pour les lions. Donc voilà, un truc assez desséché, voilà, le désert, quoi, le truc assez pauvre, pas très fleuri, pas très joyeux, quoi. Et on a les parents de Mufasa qui lui disent tout au début des scènes que existe un endroit qui s'appelle, je ne sais plus, Mélélé, si je ne me trompe pas, enfin bon, un endroit paradisiaque en gros qui existerait et qu'il faudrait aller à travers des frontières, etc. pour retrouver cet endroit et être au meilleur de sa forme, quoi. Disons que ça serait vraiment c'est le paradis, en gros. Et donc, on attaque tout de suite avec, donc on a les 5 premières minutes, ok, on est avec le petit lionceau et ses parents, et tout de suite,
on a une scène où il y a la pluie qui arrive et donc on sent que la pluie est attendue depuis longtemps au vu de la sécheresse autour des personnages principaux. Donc ils attendent certainement la pluie pour que tout ça reprenne un petit peu vie. Mais la pluie est assez abondante et donc il y a une espèce de barrage en fait qui se perce ou enfin un truc dans le genre. Et on avait Mufasa qui jouait dans le creux en fait de ce qu'on comprend être une future rivière ou future rivière. Et avec ce déferlement là de pluie, on voit, et les parents commencent un petit peu à s'affoler pour leur enfant, on voit que l'enfant va être emballé par les flots en gros. Donc là, je vous avoue que le film n'a pas très bien démarré pour moi parce que je me suis revu bien évidemment la scène du film avec Simba et Mufasa dans les gorges, ok, avec les gazelles ou les antilopes, là je sais plus qui, voilà, on connaît tous la scène. Donc ça a commencé assez mal, voilà, j'ai jeté un petit regard vers mon mari, je me suis dit je sais pas si je vais tenir, mais bon bref. Donc enfin voilà, donc ça commence comme ça en fait, et on a le petit effectivement qui est éjecté de ses parents, donc ses parents donc il y a tout un truc, le père qui va sauver son fils, la mère aussi, et on sait pas, la scène nous laisse comme ça en fait, le petit est éjecté au loin, donc au loin de sa famille, donc de ses deux parents, et les parents on sait pas, on nous laisse comme ça, donc jusqu'à la fin, soit on s'imagine qu'ils sont en vie, soit on s'imagine qu'ils sont morts. Ça, c'est à la libre lecture de chacun, mais à la fin, on aura la résultante. Et donc, on a ce petit lionceau qui est éjecté, qui arrive dans un autre endroit. Donc là, ça fait un petit peu le parallèle avec Simba quand il s'en va et qu'il est pourchassé par les hyènes et qu'il arrive donc après dans un désert où il est recueilli par Timon et Pumba. Donc on a le petit Mufasa en fait qui part à la dérive en fait dans cette fameuse rivière jusqu'à arriver dans un endroit où il sera repêché parce que donc il sait pas nager, il se tient à une branche, etc. Il sera repêché par un autre petit lionceau qui s'appelle Taka ou Teka, qui s'avérera être le futur Scar bien évidemment. Donc il le sauve, donc Scar sauve Mufasa. Je vais l'appeler Scar, hein, ce sera plus simple parce que je me rappelle plus de tout exactement. Moi c'est par souvenir que je vous fais cette review, d'accord? Donc Scar sauve Mufasa de la noyade et donc le ramène jusqu'à sa tribu. Donc on comprend que Scar est le fils du roi de la tribu. La maman, elle, on voit que c'est donc la reine en gros et qu'elle est très bienveillante non seulement envers son fils mais envers le petit qui arrive et elle veut donc le recueillir, comment dire, l'adopter en gros. Le roi qui apprend le prénom du petit lionceau qui s'appelle Mufasa, qui veut dire apparemment roi, le rejette de par cette appellation parce que pour lui il n'y a qu'un seul roi, c'est lui, et ensuite la descendance, donc Scar. Donc le rejette pour ça, le rejette aussi parce qu'il est décrié comme un vagabond en gros, et pour eux en fait les vagabonds sont des personnes, enfin je vais pas dire des personnes parce que là on est face à des animaux, mais on va dire des entités qui ne sont pas fiables, qui sont amenées à trahir, qui n'ont pas de, voilà, un peu sans foi ni loi, voilà, des gens, voilà, un petit peu borderline, bref. C'est comme ça qui définissent les vagabonds. Et il y a aussi une troisième raison qui fait que le roi de la tribu n'accepte pas, c'est qu'en fait, il lance un petit défi en fait à son fils, donc à Scar et à Mufasa, d'aller faire une course, et en gros celui qui arrive le premier aura gagné. Bref, c'est un petit défi d'ego mais ridicule. Et en gros, on a donc les deux petits lionceaux qui partent courir. Mufasa qui est censé être un petit lionceau très habile et très agile et très rapide, est censé gagner. Mais on a une scène très mignonne en fait où on a les deux petits lionceaux qui donc doivent courir et arriver jusqu'à un arbre et après revenir. Et quand ils arrivent jusqu'en haut de cet arbre, donc à l'arrivée en gros, on a Scar qui dit à Mufasa qu'il a un secret, et qu'en fait ce secret c'est d'avoir un frère, et c'est qu'en fait il aimerait avoir un frère.
Et on voit dans cette scène-là, en fait, qu'il ralentit le pas et qu'il laisse se gagner Mufasa pour que il soit accepté dans la tribu, enfin que ses parents le gardent, en gros. Pour garder, lui, ce qu'il voudrait être son frère. Donc le roi, bien évidemment, par ego et par tutti quanti, n'accepte pas, quoi qu'il arrive, Mufasa, dit à son fils que c'est pas normal, qu'il aurait dû gagner, blabla, enfin le truc bien valorisant pour son fils. La mère s'interpose, il dit que quoi qu'il arrive, elle veut garder le petit, donc le roi dit en gros, bah tu le gardes, mais il restera en gros avec les lionnes, avec les femelles, et tu l'élèveras, il apprendra à chasser, en gros tu l'élèveras comme une femelle et pas comme un mâle, comme un futur roi en gros, ni même comme un mâle tout court de la tribu. Donc voilà, et on comprend ensuite, donc après il y a toute une musique où en fait les deux petits lionceaux chantent ensemble, donc une musique très mignonne où ils disent voilà, Scar il a toujours rêvé d'avoir un frère, etc., etc. Donc ils deviennent frères là, à ce moment-là, et on les voit grandir, et grandir ensemble dans la bienveillance l'un de l'autre, etc. On voit un Scar qui est vraiment très gentil au demeurant, à Mufasa, qui est, bon, lui, ébranlé par ce qui vient de lui arriver, parce que bien sûr, il a perdu sa famille. Lui, son souhait, c'est de retrouver sa famille, bien évidemment. Et on voit qu'il a été élevé donc par sa maman adoptive, la mère adoptive, la lionne de la tribu, et qu'elle a toujours été bienveillante envers lui, etc., sans en oublier sa bienveillance envers son propre fils, donc Scar. Elle ne fait pas de différence entre les deux et elle pousse Mufasa autant que Scar à être les meilleurs d'eux-mêmes en fait. À la différence du roi qui lui rabaisse toujours Mufasa et veut toujours encenser son fils légitime en gros. Jusqu'à un moment où en fait on a la lionne, donc la maman de Scar, et Mufasa qui partent en chasse. Et au même moment, on a Scar qui les suit parce que donc lui, il aimerait être avec son frère et aimerait apprendre à chasser lui aussi, être avec sa mère, son frère, bref, et pas être élevé comme le futur roi. Et il s'en manque un petit peu de tout ça. Et au même moment de cette scène, nous avons deux lions qui sont représentés donc par des lions blancs. Qui sont en chasse aussi de ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire des lions, Mufasa, Scar et la maman. Et donc, on a les deux lions blancs qui arrivent et qui viennent attaquer la maman. Et donc, on a Mufasa, bien évidemment, qui s'interpose. On a au même moment Scar qui voit la scène, mais pris de peur, s'en va. Prend la fuite et la maman et j'allais dire Simba, Mufasa le voit et Mufasa tue l'un des deux lions et laisse repartir blessé l'un des deux autres, donc il sauve la lionne, donc sa mère adoptive. Et quand ils reviennent à la tribu, donc le père est au courant de ce qui s'est passé, a été au courant de la lâcheté en gros de Scar. Et mais Mufasa et la mère adoptive ne voulaient pas en parler, mais bon, Scar lui a dit, bref, mais en gros, le père lui dit, voilà, il va falloir te taire, il faut pas qu'on sache qu'en gros t'as pris la fuite, que t'as été en gros un lâche à ce moment-là, bref. Et Scar, on le voit vraiment là où il dit, mais en fait, pourquoi mentir, pourquoi se baser sur un mensonge? Voilà, j'ai pas été au top, j'ai pas fait ce qu'il a fallu faire à ce moment-là. Faut que ça se sache. Pourquoi vivre dans un mensonge? En gros, il est contre tout ce que son père lui dit. En gros, on voit qu'il a vraiment un bon fond bienveillant. Donc bon, c'est comment on en arrivait après à ce fameux Scar qu'on connaît dans le Disney? C'est la question que je me suis posée, mais bon. Donc, dans le film, ensuite, ils reviennent, et donc là, Mufasa est en fait accepté à ce moment-là par le roi de la tribu, donc le père de Scar, parce qu'il a sauvé, bien évidemment, sa femme, et qu'il a fait preuve d'une grande bravoure, etc., etc. À ce moment-là, au même moment, donc on a le lion blanc blessé qui revient dans sa tribu, qui était un petit peu plus loin, bien évidemment, et avertit le roi de cette tribu de lions blancs. Il se trouve que le lion blanc qui a tué Mufasa était le fils du roi lion blanc. J'espère qu'on se comprend, parce que c'est, voilà, les rois lions, les rois lions, les rois lions. Donc on a la tribu des rois lions blancs, ok, et la tribu de Scar, en gros.
Et donc le fils légitime du roi lion blanc est mort, tué par Mufasa. Donc du coup, aussi bien par un esprit de conquête et aussi bien par un esprit de vengeance, les lions blancs décident de venir attaquer bien évidemment la tribu de Scar. Et ça, Mufasa le sait, le sentait, et demande à un éclaireur d'aller vérifier le truc, et il se dit qu'il y a la tribu des lions blancs pas loin et que ça va arriver. Donc l'éclaireur part, revient, confirme les dires de Mufasa, etc. Donc les parents de Scar, qu'est-ce qu'ils décident de faire, étant donné qu'ils savent qu'il va y avoir une grande guerre et qu'ils vont peut-être pas être à la hauteur, vu que ce sont des lions particuliers, je sais plus quelle race ou quoi, mais je crois que c'est dit dans le film, mais bon, enfin en gros ce sont des lions assez forts, et puis de toute façon par prévoyance de mes souvenirs, ils décident de faire partir Mufasa et Scar loin de la tribu, et d'essayer de retrouver ce fameux ce fameux endroit, la Milélé, je crois, Milélé, ce fameux paradis des lions, en gros. Donc ils partent en se disant au revoir, avec la maman, avec le papa, tout ça, bref. Donc après, libre pareil, la pensée de chacun à ce moment-là. Donc moi je pense à ce moment-là que tout le monde s'est fait démonter, bien évidemment, qu'il n'y a pas de survivants de la tribu de Scar. Ça se vérifiera, je vous le dis d'avance. Les lions blancs ont démonté la famille de Scar. Et donc, dans leur périple, ensuite dans leur petit voyage, ils vont tomber sur une lionne qui s'appelle Sarami, qui s'avérera être la femme de Mufasa, bien évidemment. Ils vont rencontrer aussi Rafiki, ainsi que Zazu, qui était le compagnon de Sarami à ce moment-là, enfin le compagnon de route avec elle, et après ils vont rencontrer Rafiki. Donc la tribu du roi lion est en train de se créer, et donc tous ces personnages vont ensuite donc font leur périple, leur voyage, et vont arriver jusqu'à Milélé, ce fameux paradis des lions. Et à la fin, je vous fais un très raccourci, mais après je vais revenir sur les scènes. Et à la fin, on a bien évidemment les lions blancs qui arrivent, et ce n'est qu'à la toute fin qu'il y a l'affrontement. Donc pour en revenir ensuite au voyage de la tribu du roi lion, pour faire court, ok. Durant ce périple, nous avons Sarami, la très jolie lionne, au milieu de ces deux lions. Donc on comprend très vite que Mufasa et Scar ont le béguin pour elle, d'accord. Et on a Scar qui demande un petit peu, donc toujours pareil, il est toujours très gentil, très bienveillant et très gauche, il sait pas trop comment s'y prendre, etc. Mais on sent pas de vice, enfin moi j'en ai pas ressenti en tout cas. Il demande à Mufasa comment faire pour la séduire, en gros, comment faire pour attirer son attention, etc. Donc Mufasa lui donne des indices, des pistes, etc. pour parler à une femme, pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, etc. ce qui pourra lui plaire. Je vous fais un très vite raccourci, parce que si je rentre dans les détails, j'en ai pour 2 heures, parce qu'après il y a mon analyse, d'accord. Et donc il la drague un petit peu comme ça, il la dragouille, elle est pas insensible, elle est flattée, on voit qu'elle est flattée, mais on sent que c'est pas lui, d'accord. Et ça se confirmera par une scène où en fait ils se retrouvent tous les deux, Sarami et Mufasa, je sais plus pourquoi, mais ils se retrouvent seuls tous les deux, et elle lui dit qu'en gros pour elle c'est lui son roi, c'est lui qui doit être roi, et elle lui dit, dis-moi que c'est toi qui a dit en gros à Scar de me dire tout ça, qui a su d'où je venais, mon odeur particulière que j'avais sur moi, c'était des fleurs particulières, je vous fais un très court résumé, mais bon voilà. Et donc l'autre il veut pas, jusqu'à ce qu'en fait elle lui tire vraiment les verres du nez, et qu'ils disent mais je pense que c'est maladroit, mais c'est sans vouloir faire de la peine à Scar, c'est qu'en gros oui, effectivement, c'est moi qui ai dit tout ça, c'est moi qui ai fait ça, etc., etc. Donc en gros, ils s'avouent leur amour les deux, et on voit en fait Mufasa qui prend tout au long de son voyage un petit peu ses capacités à bras-le-corps et sa destinée en main, c'est-à-dire qu'il se révèle au fur et à mesure de plus en plus, et il va vers une acceptation éventuelle de devenir roi
éventuellement d'une tribu future. En gros, on est là-dessus. À la place de Scar, qui devait, lui, de base, était de sang royal, alors que Mufasa, de ce que j'ai compris dès le départ, on voit que ce sont des lions, mais c'est pas des rois lions. En gros, il n'est pas d'une lignée, de ce que j'ai compris, sauf si j'ai mal compris, en même temps je l'ai vu qu'une fois. Faudra que je me le remette peut-être, ou vous, si vous le revoyez, ou si vous l'avez vu et que vous avez ce souvenir-là. De ce que je me rappelle, Mufasa n'est pas d'une descendance royale, à la différence de Scar. Mais dans les comportements, dans les agissements, dans la bravoure, dans tout ce qui démontre, dans la sagesse, tout ça, Mufasa est prédestiné à devenir roi, à la différence de Scar qui lui prouve au fur et à mesure du temps. En fait, au fur et à mesure, c'est un effet miroir en fait qu'on a. Je vais un peu faire d'analyse en même temps parce que sinon on va pas s'en sortir. On a un effet miroir entre Mufasa et Scar. C'est-à-dire qu'on a tous les deux un moment, un point B là. Et au fur et à mesure du film, on a l'évolution de Mufasa qui prend et qui comprend et qui va prendre son rôle de roi, en gros sa posture de roi, par tout son courage, par sa bravoure, par sa sagesse, par son intelligence, par son savoir-faire, par ses compétences, etc. Tout ce qu'on voudra de ce qui fera de lui un roi. Enfin, le roi qu'on connaît. Et à côté, on a cet effet miroir de Scar qui, lui, est lâche. On l'a vu lors de l'attaque de sa mère, de sa propre mère par exemple. Il a fait demi-tour. Il est même pas allé chercher de l'aide. Il est allé vraiment faire demi-tour pour se scaper, se réfugier quoi. Donc manque de courage, manque de bravoure, manque de sagesse aussi. Gauche pour dragouiller une lionne qui elle est de sang royal aussi. Sarami, on le saura, c'est une princesse. Donc voilà, il n'est pas à la hauteur de tout ça. Donc en même temps qu'il y en a un qui se développe et qui se développe vers une royauté, en tout cas vers une personnalité royale, on va faire ça comme ça, l'autre s'en éloigne, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ça. Mais jusqu'à présent, on a tous les deux qui sont quand même frères, quoi. Scar, on voit vraiment que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, son frère, il l'aime, quoi. Donc là, je me pose encore la question de comment on peut en arriver à une virevolte à ce point. Donc moi, je m'étais fait, je vous dirai après ce que j'en ai pensé, parce que le film n'est pas du tout ce que j'en attendais. Donc, au moment où Mufasa et Sarami sont en train de parler, ils sont en train de s'avouer leur amour, Scar était bien entendu un petit peu plus loin et a tout entendu. Et c'est à partir de ce moment-là où on a une petite virevolte et où on a Scar qui se sent vraiment trahi par son frère. Alors il faut savoir aussi qu'avant, son père lui avait dit qu'il serait trahi à un moment donné parce que c'est un vagabond. Mufasa est un vagabond, considéré comme un vagabond. Donc il serait à tout moment, de toute façon, il serait trahi, etc., etc. Donc à ce moment-là, nous avons un Scar qui a la vision de la vie, a la vision des choses complètement altéré. C'est-à-dire qu'il ne voit plus les choses telles qu'elles sont, il ne voit plus les choses amélioratives, mais il ne voit que les choses négatives. C'est-à-dire que il se dit que la tribu des lions blancs qui sont venus attaquer sa tribu, sont venus attaquer sa tribu à cause de Mufasa, parce que Mufasa a tué le fils. Vous voyez? Au lieu de se dire, oui, non mais en même temps, il a quand même sauvé ma maman. Ok, il se dit que il l'a sauvé de la noyade et il l'a laissé gagner lors de sa fameuse petite course, etc. d'ego. Et à côté de ça, l'autre, il le trahit par rapport à Sarami. Il a avoué l'amour. Scar a avoué à Mufasa l'amour qu'il portait à Sarami et donc son envie de la dragouiller, enfin de la courtiser. Et avec cette scène, il se rend compte que Mufasa avoue à Sarami qu'en fait c'était lui caché derrière qui lui soufflait tout ce que l'autre devait dire. Donc il se sent trahi de toutes parts par Mufasa. Et il y a les mots de son père qui résonnent, etc. Et comme en plus lui, Scar, il a tout perdu, il n'a plus du coup ses parents, il n'a plus sa tribu, il n'est plus le descendant d'un roi. Donc il n'est plus destiné à être... En gros, il n'est plus destiné à être roi, il n'a plus rien, plus de repères, plus rien. On a aussi donc ces lions blancs, donc ça aussi pour mon analyse, je vous la donne maintenant parce que sinon aussi ça va être un petit peu long. Les lions blancs pour moi,
de l'analyse que j'en ai faite, même s'ils sont demeurant très beaux, on a ces lions blancs d'un côté et on a les lions donc Scar, Mufasa, Sarami, la maman adoptive, même les parents de Mufasa au départ, les parents de Scar, etc. Ce sont des lions qui sont couleur sable, enfin la couleur des lions qu'on connaît. Et on a cette tribu des lions blancs. Alors pour moi, je l'ai analysé ainsi, je peux me tromper. Pour moi, les lions blancs représentent en fait l'homme blanc qui est venu conquérir l'Afrique, tout simplement, et qui a mis en esclavage la peuplade, enfin les peuples africains qui avaient, là on remonte, hein, d'accord, dans les années. Mais pour moi, ça représente ça, c'est la conquête en gros de l'homme blanc sur ces territoires africains. Donc moi, je l'ai interprété comme ça. Mais après, je peux me tromper. Je peux me tromper parce qu'à la fin du film, en fait, les blancs, enfin les lions blancs arrivent à Milélé, là où sont arrivés donc tout le monde, et il y a un affrontement final, et vous vous doutez bien évidemment que les lions blancs vont être vaincus par Mufasa et tout le reste. Alors on a ce fameux roi lion blanc qui se nomme Kyros, ça m'a marqué parce que je connais un tout petit peu de mythologie grecque, et en mythologie grecque, Kyros est donc le dieu du temps spirituel, à la différence de Chronos qui lui est le dieu du temps matériel. Donc en gros pour moi c'est en fait une métaphore mais très jolie, mais alors là il faut vraiment s'y connaître et moi je m'y connais là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait pour moi cette arrivée donc de Kyros représente dans la vie de Mufasa à ce moment-là, représente vraiment le bon moment pour le destin de Mufasa de s'accomplir, c'est-à-dire de se révéler et de devenir vraiment celui qu'il doit être, c'est-à-dire un futur roi en gros de la savane, en tout cas d'un endroit précis qu'on saura après. Et donc et comme c'est un dieu, enfin dans la mythologie grecque, Kyros est le dieu du temps spirituel. En gros, ça veut dire que à partir du moment où il arrive en scène, ce roi-là, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait Mufasa, où je vous disais là cet effet miroir avec Scar, c'est à ce moment-là que Mufasa prend ses décisions, est courageux et sage et devient roi en fait, avec l'arrivée de ce roi, enfin de ce Kyros, donc de cette divinité du temps spirituel. Donc en fait c'est vraiment l'accomplissement de la spiritualité d'un roi qui se construit par l'entité qui est Mufasa. J'espère qu'on m'aura comprise. Et donc au moment où j'en reviens à ce petit Scar qui se sent trahi par Mufasa à ce moment-là, où Mufasa et sa chérie s'avouent leur amour, il décide de partir voir cette tribu des rois, des lions blancs, et donc décide bien évidemment de trahir Mufasa et de faire amener les lions blancs vers, à Mufasa pour qu'il le tue. Donc ils traversent comme ça toute une plaine enneigée et au fur et à mesure ils effacent leurs traces, ce qui fait que les lions blancs n'arrivaient pas à les retrouver. Or, à partir de ce moment-là, Scar s'est fait un pacte avec le diable en gros, et donc pour laisser sa trace, sur chaque rocher qui sera sur leur passage, va laisser une griffure, ok? Donc une scar, ça veut dire cicatrice en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Donc va laisser une empreinte, une griffure, une cicatrice sur chaque rocher. Ça va loin là, Angie. Non, pas du tout, c'est sous votre nez en fait, hein, mais bon, je vous le dis. Donc en fait, voilà, je vous le décrypte pour que ce soit le plus clair. Donc il va laisser son empreinte, donc Scar, sur chaque rocher. C'est comme ça que les lions blancs vont arriver vers la tribu du roi lion pour les affronter, donc quand tout le monde arrive à Milélé. À ce moment-là, on a Scar qui est en arrière-plan, on a le Kyros qui dit voilà, en gros je t'ai retrouvé, on va se battre, nanani nanana, il n'y a qu'un roi, c'est moi, blabla. Et en gros c'est Scar qui nous a amené jusqu'à toi. Donc grand drama tout ça, mais en même temps il va falloir se battre. Donc grand combat entre alors entre temps quand ils sont arrivés à Milélé,
donc terre prospère avec toute une variété bien évidemment d'animaux de la savane qu'on va retrouver après dans le Roi Lion. Donc on a les zèbres, on a les girafes, on a les antilopes, on a les je ne sais pas trop comment ça s'appelle, l'espèce de buffle là, enfin tous les animaux de la savane sont là. Et donc Mufasa, qui se sait être poursuivi par les lions blancs, il se dit si jamais ils arrivent, il faut qu'en gros nous tous on se révolte en fait contre ces lions. C'est pas parce qu'ils sont forts et qu'ils vous font peur que vous devez vous prosterner en gros. Parce qu'on peut prendre par exemple l'exemple d'une antilope seule face à un lion, évidemment c'est le lion qui va gagner. Mais si on prend tout un troupeau, même de, on va dire, d'animaux physiquement moins forts que toute une tribu de lions ou de lionnes face à cette tribu-là, forcément le poids du nombre va peser sur le poids de la force en face. J'espère que je suis claire. Et donc, par tout ce discours, tout ce discours très royal, très guerrier, très soldat, très fondateur. En gros, c'est là que tout le monde, en gros, l'adoube et le fait roi. Et on comprendra que Milélé sera l'endroit où sera le roi lion, où se passera le roi lion. Et donc, c'est là que Mufasa est adoubé, en gros, par tous les habitants de l'endroit, donc de cette savane-là, par tous les animaux. Et donc, ils font de Mufasa leur roi. Ils se prosternent, etc. Donc, quand les lions blancs arrivent, on a l'affrontement donc de toutes les lionnes avec avec Sarami ainsi que tous les autres animaux de la savane de Milélé, et on a bien évidemment l'affrontement entre Kiros et Mufasa évidemment, et ils atterrissent dans une espèce de combat, et hop là on atterrit dans un endroit, une espèce de gouffre avec une espèce de lac au milieu. Et on a là encore, et c'est là où c'était un peu déroutant pour moi, mais après je vous expliquerai mieux. Donc en fait ça se finit, Mufasa gagne contre Kiros avec un combat de lion à lion, et aussi avec un éboulement en gros de la caverne dans laquelle ils étaient. Et quand ils tombent comme ça dans cette espèce de lac que je vous ai dit dans la grotte, il y a un gros morceau un gros rocher qui tombe, et donc Mufasa le voit, pousse Kiros, et Kiros est attrapé par le rocher qui l'engouffre 20 000 lieues sous les mers. Et donc Mufasa est en train de remonter à la surface, donc le grand bleu, enfin dans l'autre sens, est en train de remonter à la surface. Et là, on a la scène aussi où, et ça on l'a 2-3 fois dans le film, Scar attrape les pattes de Mufasa, comme dans le film du Roi Lion juste avant de le tuer. Mais ça, il le fait déjà avant, quand ils sont enfants, pour le sortir et tout, mais c'est fait avec bienveillance. Là, on sait pas trop, ok? Donc enfin, on sait qu'il va s'en sortir parce qu'on sait la suite, mais bon. Il a déjà fait volte-face, Scar. Ah oui, et attendez, avant que je finisse quand même ça, pour vous expliquer la marque, la scarification qu'il a là, la cicatrice qu'il a, en fait, c'est que à un moment donné, dans le combat final, en fait, entre Kiros et Mufasa, Scar est pris de remords, et donc certains s'interposent et se prend un coup de griffe de la part de Kiros. C'est comme ça qu'il a une balafre qui deviendra... Désolée, je reviens, mais je me suis balafrée, mon maquillage, du coup j'ai dû me refaire les poings, bref, on s'en fout. Donc j'étais en train de vous dire quoi? Oui, j'étais en train de vous parler de la balafre de Scar, comment elle était arrivée là. Donc voilà pourquoi, donc du coup moi aussi je me suis balafrée, c'est pour ça que je me suis... Bref. Enfin... Donc voilà comment ça, Scar a sa cicatrice en fait, c'est Kiros qui lui a faite, en voulant s'interposer pour sauver son frère, encore une fois, Mufasa.
Et donc pour en revenir à ma fameuse scène où Mufasa est en train de revenir à la surface, donc on a Scar qui le récupère par les pattes comme ça, et on a un petit temps de latence là, 2 secondes, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire, donc bon nous on le sait. Il le sauve encore une fois de la noyade, ok? Donc il sauve encore une fois son frère. Donc scène finale, Mufasa, Scar reviennent auprès de tout le monde, donc tout le monde a su bien évidemment, vu que Kyros l'a dit ouvertement à tout le monde que Scar les avait trahis. Tout le monde sait que Scar a trahi Mufasa et donc en gros tout le monde. Et je sais plus qui lui dit vous devez le bannir, il doit pas rester là. Voilà, c'est grosse trahison, il ne doit pas rester là. Je crois que c'est Zazu qui dit ça. Donc en fait on a Mufasa qui ne le bannit pas, mais qui ça lui reste en travers de la gorge en fait ce qu'il vient de faire. Donc en fait il va protéger son frère, c'est-à-dire, enfin son frère Scar en fait, enfin son frère, oui on va dire son frère, et il va le protéger en gros, il va décréter que Scar aura en fait l'immunité, il sera protégé tant que Mufasa sera là, en gros vous le touchez pas tant que je suis là, c'est quand même mon frère en gros, mais il s'adresse à Scar, il dit mais par contre, enfin étant donné ce que tu m'as fait, je ne veux plus jamais entendre ton prénom, en gros pour moi tu m'as trahi, le Taka en gros n'existe plus, et donc je ne veux plus entendre ton prénom. Et donc l'autre a cette phrase qui dit ben, dans ce cas-là tu ne m'appelleras plus Taka, tu m'appelleras Scar, pour que moi aussi je n'oublie pas ce qui s'est passé. Donc on a, parce que juste avant, on avait, là où je vous ai dit, où il y avait le combat final, un petit tremblement de terre, là, dans l'espèce de grotte, etc., qui fait que tout s'est un peu cassé la gueule, là, dans cette espèce de grotte, et qui a fait le joli et beau trône du Roi Lion. Donc ça, c'était une très belle scène, c'est la seule très belle scène du film que j'ai trouvée. Où en fait on a lors du tremblement de terre là ben, le trône en fait qui prend vie, le trône qu'on connaît du Roi Lion avec la montée, vous voyez, où il présente l'enfant, etc. Voilà, le trône qui se forme, fait exprès au moment où il y a Mufasa bien évidemment, et donc c'est lui donc à la scène de fin qui va sur ce trône et tout, donc c'est lui le roi de Milélé avec sa chérie, Zazu, Rafiki et tous les membres de la savane réunis autour de lui, et Scar qui sera en arrière-scène. Ça c'est l'histoire du film. Moi ce que j'en attendais, alors moi je n'ai pas aimé le film. Je pense qu'on l'aura vu, parce que d'habitude, quand je fais des reviews, je suis un petit peu plus passionnée que ça. J'ai pas aimé le film du tout. Alors déjà, j'ai pas compris l'intérêt de ce film, parce que très franchement, pour moi, il n'y avait pas de raison de faire un film sur la vie de Mufasa. Pour moi, Mufasa était de lignée royale. Voilà, il faisait sa vie, enfin, il n'y avait pas de question à se poser. En fait, c'était un roi. D'où son nom, et d'où aussi la petite comment dire, le petit parallèle qu'on peut faire avec le Roi Lion, où on le voit quand il est mort, qu'il est dans les nuages, il a un peu une entité un peu de Dieu. Donc en fait à l'image un peu de Louis XIV qui se voulait être le descendant direct de Dieu, etc. Enfin bon bref, qui voulait vraiment en gros supplanter les humains en se donnant un aspect de divinité. Et Mufasa, il a un peu ce charisme-là, il a un peu cette lecture-là dans le Roi Lion. Et donc pour moi, en fait, Mufasa était de lignée royale, et éventuellement, si on veut aller un petit peu plus loin dans la spiritualité, un petit peu plus voilà, au-dessus qu'un simple humain. Enfin, là, en l'occurrence des animaux, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et donc pour moi, il n'y avait aucun intérêt de faire ce genre de film. À la limite, étant donné que Disney avait fait le Roi Lion 2 avec Kiara, etc., il aurait mieux valu faire dans la continuité. Sachant que dans le film... Ah oui, ça aussi je vous l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, la scène de début, avant Mufasa avec ses parents, on a en fait la petite Kiara, la fille donc de Simba, qui se retrouve seule dans une grotte, qui se protège d'un orage et de la pluie. Elle est avec Rafiki, Timon et Pumba.
Et en fait, on a Rafiki qui va lui raconter l'histoire de son grand-père, donc de Mufasa, et en fait, c'est Rafiki qui va raconter l'histoire du film en même temps. Donc c'est lui le narrateur, en gros, de l'histoire du film que vous allez voir, si vous le voyez. Et pourquoi elle se retrouve seule dans cette grotte avec Rafiki? Parce que sa maman Nala est en train d'accoucher, de mettre bas, d'un petit, et donc ils se retirent tous les deux avec Simba, pour donner vie à cet enfant. Et donc à la fin du film, on verra que Kiara, que Simba revient avec Nala et un petit avec eux, et donc il s'avère que c'est un petit frère que Simba et Nala ont eu, et que ils ont eu un petit garçon, et donc Kiara hérite donc d'un petit frère. Et donc ça, dans Le Roi Lion 2, on ne l'a pas. On a Kiara qui fait la connaissance de Kovu, donc de l'amour, etc. Mais à aucun moment donné, dans Le Roi Lion 2, par exemple, on a la présence d'un frère, en tout cas pour Kiara. Donc bon, liberté scénaristique, très bien. Donc voilà pour vous planter le décor de l'histoire. Donc moi, je n'ai pas vu du tout l'intérêt. Pour moi, voilà, c'était de lignée, c'était de logique. Il n'y avait pas vraiment intérêt, si ce n'était celle de la compréhension de pourquoi Scar, en gros. Et même là, pour moi, ça a été un petit peu décevant parce que, dès le départ, pour moi, Scar est un lionceau très gentil, même s'il n'a pas l'envergure du roi qu'il est censé être. Mais c'est quand même un lionceau très gentil, et je trouve que ça a été très bâclé le moment où en fait il y a la virevolte, on le sent venir de loin, cette histoire de Sarami au milieu, donc les deux frères amoureux d'une même femme, donc le frère qui se sent trahi par son autre frère, on le sent venir de très très loin. Moi je le voyais vraiment pas comme ça, je voyais pas le truc neuneux à ce point, je voyais vraiment plutôt une guerre entre les deux frères. Alors soit que ça allait être deux frères de sang, ou soit effectivement qu'il allait en avoir un des deux qui allait être adopté par une famille, et donc du coup il allait avoir, même si l'un des deux était de descendance royale, allait avoir un petit conflit d'intérêts comme ça de trône, et qu'en fait la bataille finale allait être entre un Mufasa et un Scar par exemple, et que la balafre que Scar avait sur lui avait été faite par Mufasa par exemple. Moi je me l'étais imaginé comme ça, et que par remords, par regret, etc. Mufasa gardait Scar bien évidemment. Et de toute façon dans Le Roi Lion, quand on regarde le dessin animé, Mufasa est au courant que son frère est un petit peu noir, un petit peu voilà, borderline sur les bords, mais il voit pas le vice vraiment de son frère, de Scar en gros. Donc je me suis dit ça va être ça va être vraiment l'affrontement des deux frères, mais pour vraiment un combat, alors que ce soit pour le trône ou pour autre chose. Mais voilà, le combat en tout cas des deux. Donc voilà, pour moi c'était vraiment plus, je pensais que ça allait être beaucoup plus recherché, qu'il allait vraiment avoir une torture aussi beaucoup plus profonde, et pas juste, enfin pour moi c'était vraiment cucu en fait, le pourquoi du comment, il devient Scar, etc. La trahison, j'ai trouvé ça beaucoup trop facile et beaucoup trop cucu pour moi. C'est comme ça. Après, bon, de l'analyse que j'ai faite de ce film, même si j'ai pas été très emballée, bon de base je n'étais pas très emballée pour voir ce film, mais bon, j'étais quand même assez déçue. J'aurais pu avoir une belle surprise, hein, ça m'est arrivé quelquefois dans des films de pas avoir envie, et puis finalement belle surprise, là pas du tout. On a cet effet miroir entre Scar et Mufasa pour montrer à quel point Mufasa devient le grand Mufasa qu'il deviendra, ok. Si on veut l'expliquer comme ça, très bien. Moi, j'ai eu une autre lecture un peu plus profonde, et c'est ce que après j'expliquais à mes enfants, parce que j'essaye de toujours avoir une morale pour mes enfants. C'est qu'en fait, quand on a la troupe là, du Roi Lion qui se forme dans le petit voyage, on a Rafiki qui explique qu'il a été rejeté par les siens parce qu'en fait, il avait un don. Il voyait des choses, il était sensible à certaines choses, il voyait, il avait des visions, des choses comme ça. Et donc, les
enfin son peuple, l'a rejeté parce que pour eux, c'était de mauvais augure, il apportait des mauvaises nouvelles, etc. Et on a un moment donné dans la grotte, quand on a le flashback ensuite entre Kiara et Rafiki, qui explique en même temps l'histoire, et Kiara qui pose des questions, et après on a les flashbacks, etc. Qui lui dit à Rafiki, mais toi tu as été rejeté. Non, elle lui pose la question à un moment donné, elle lui dit mais pourquoi les vagabonds sont-ils considérés comme des gens dangereux, mauvais, etc., etc. Et Rafiki lui dit bien parce que quand tu es rejeté des personnes dont tu es censé être aimé, eh bien tu rejettes tout autour de toi et tu deviens en gros mauvais. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et là, elle se blottit contre lui et lui dit ben, heureusement que toi, tu n'as pas été comme ça, parce que lui aussi a été rejeté, du coup. Heureusement que toi, tu n'as pas été comme ça. Donc là, pour moi, c'est là où vient mon analyse du film, et c'est la seule que j'aurai. Ça sera pas la meilleure du monde, mais bon, pour faire une petite review là-dessus, étant donné qu'il est sorti très récemment. Pour moi, c'est faire en fait le parallèle entre, pour la faire très courte, le bon et le mauvais chemin. Pour faire le parallèle entre les chemins, les décisions que vous prenez dans la vie et ce vers quoi elles vous amènent. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le film, au-delà de l'histoire qu'on voudra bien montrer de Mufasa et pourquoi il est devenu Mufasa, ok, en fait, pour moi, le parallèle, il est vraiment... Il est au-delà de ça. Pour moi, le parallèle, il n'est pas entre Mufasa et Scar, ni avec Simba ou quoi que ce soit. Pour moi, le parallèle, il est fait entre Scar et Rafiki. C'est peut-être très subtil ou je sais pas, mais moi, je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire qu'on a un Rafiki qui explique que lui, il a été rejeté par les siens aussi. Et Rafiki, on sait tous, ceux qui ont vu le Roi Lion, ce qu'il devient. C'est-à-dire qu'il devient le sage, en gros, de la tribu, en gros, comme un peu le chaman, le sage de la tribu, celui vers qui on va se tourner, le grand philosophe, celui qui a toujours la phrase pour te faire réfléchir, celui qui va toujours te faire aller plus loin, qui va toujours te faire aller réfléchir toujours plus que ce que tu peux, te faire voir à travers les choses, les chemins de la vie, etc., etc. Le grand sage qu'on connaît du Roi Lion. Et à côté, on a aussi un Scar qui a été rejeté par les siens. C'est-à-dire par Mufasa 50-50, par Sarami, par les siens, mais par concours de circonstances. En gros, il a tout perdu. Il est rejeté aussi par toute la peuplade de l'endroit où ils ont atterri, là. Donc, c'est quelqu'un qui est rejeté de tous les côtés, en fait. Et lui, à la différence de Rafiki, il a pris... le chemin qu'en fait Rafiki explique à Kiara, c'est-à-dire que celui qui est rejeté par ceux dont il est censé recevoir de l'amour, il devient tout le contraire, c'est-à-dire la haine, la colère, le vice, la méfiance, la perfidie, tout ça. Et donc, pour moi, ce film, c'est vraiment... ça va au-delà comme je vous dis, de l'histoire de Mufasa et de Scar et de toute cette engeance-là. C'est vraiment le parallèle entre un Rafiki et un Scar, donc deux entités qui ont eu, et pour moi, ça c'est vraiment le message à donner en fait aux enfants, en gros, et même aux adultes, hein, parce qu'on est toujours en construction. C'est-à-dire que deux personnes, deux entités, parce que là on parle d'animaux, mais bon, deux personnes partent d'une même problématique, c'est-à-dire que les deux ont été rejetés, d'accord? On va partir d'une feuille blanche. Deux personnes ont été rejetées. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a un qui va prendre la voie de la sagesse et l'autre qui va prendre la voie du mal, pour faire simple. Donc le bon chemin et le mauvais chemin pour faire très simple, pour pas rentrer encore dans des détails et des explications à rallonge. Tout ça pour expliquer aux enfants, mais bon, je m'adresse principalement aux enfants, mais aux adultes et éventuellement.
qu'on n'est jamais responsable. Alors donc là, je m'adresse aux adultes parce que les enfants sont encore en construction. On n'est pas responsable de notre passé, on n'est pas responsable de ce qui a pu nous arriver dans notre enfance. On n'avait pas les codes, on n'avait pas la main mise là-dessus et on n'avait pas les armes. On est des enfants, ok? Et donc, on n'est pas responsable de notre passé. En revanche, on est responsable de notre futur. C'est-à-dire que tout passé, pourri soit-il, toute enfance pourrie soit-elle, on a toujours en soi la force et le pouvoir de changer la donne et de ne pas, si on a eu une enfance difficile, dure, à quelque degré que ce soit du plus petit degré au plus gros degré, sauf dans des grands traumas psy qui après font que il y a des pathologies et des machins, et bon, là je rentre pas là-dessus, mais dans un cas général où on peut s'en sortir, où on a les armes, où on peut décider de son sort, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de son passé, on est responsable de son futur. Quand on est en construction d'adulte, en capacité de devenir la personne qu'on a décidé de devenir. C'est-à-dire que tout drama qui a pu nous arriver dans la vie, on a le choix de suivre cette même route ou alors de changer ce qui nous est arrivé et de ne pas reproduire, par exemple, des schémas familiaux, traumatiques, dysfonctionnels, violents, pervers, etc., etc., etc. On m'aura comprise. Donc en fait, pour moi, ce film, c'est vraiment, et c'est ce que j'expliquais à mes filles, c'est qu'en fait, tout ce qui vous arrive dans votre enfance, etc., vous en êtes pas responsable. Alors elles non, parce qu'elles n'ont pas de schéma familial dysfonctionnel ni violent, heureusement pour elles, mais elles n'ont pas, tous les enfants de cette terre ont cette chance. Et donc, on leur dit à demi-mot les choses qui peuvent se passer dans la vie. On rentre pas dans les détails de tout ce qui peut se passer dans la vie et tout ce que certains enfants subissent, bien évidemment. Hein. Pour moi, elles sont trop jeunes et now. Mais voilà, pour leur expliquer qu'en fait, tu as toujours la possibilité dans ta vie de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Là, en l'occurrence, on va essayer de parler de la bonne. C'est-à-dire que Rafiki, pour moi, là, il est vraiment le symbole de la résilience et de du droit chemin, en gros, que chacun peut emprunter, que chaque être humain est capable d'emprunter, que chaque enfant, pour arriver à l'âge adulte, est capable d'emprunter. Et à côté de ça, on a Scar, qui de base avait tout pour réussir, en gros, et qui, pareil, par un coup du destin, lui arrive à un gros bordel, à lui aussi. Et c'est en gros, qu'est-ce que je fais de ça? Je suis pas responsable de ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais vers le bien ou vers le mal, pour faire très simple? Et lui, il a décidé d'aller vers le mal et de devenir le Scar qu'on connaîtra après dans le Disney, parce qu'encore une fois, je n'ai pas vu le film. Et donc, pour moi, c'est ça. En fait, la morale, c'est de se dire, encore une fois, tu n'es pas responsable, pour les adultes, tu n'es pas responsable de ton passé, mais tu es responsable de ton futur. Donc, tu peux toujours changer les choses. Et pour les enfants, vous pouvez toujours... alors déjà, vous êtes responsable de votre destin et vous pouvez toujours, selon les décisions que vous prendrez dans la vie, changer la donne. Que ce soit en bien ou en mal. On est... voilà. Et c'est ce que je dis à mes filles, en fait, et c'est drôle parce que c'est ce que je leur dis tous les jours, que dans leur vie, elles seront toujours amenées à prendre des décisions, elles seront toujours amenées à faire des choix. Comme je l'ai déjà dit, on a toujours le choix, même aussi cornélien soit-il, on a toujours le choix, toujours. Je ne vais pas citer d'exemple pour pas tomber dans les dramas, mais effectivement, que le choix soit horrible, on a toujours le choix dans la vie. Et c'est cette question du choix qui rend notre morale compliquée, selon les circonstances bien évidemment, et qui fait de nous
cette question du choix, fait de nous les êtres que nous sommes, les êtres en devenir et les êtres que nous serons devenus. Et à mes filles, c'est vrai que je leur dis très souvent, parce qu'elles sont quand même assez jeunes, rappelons-le, 8, 7 et 3, que ce soit pour leur relation amicale, que ce soit pour les petits chéris qu'elles ont, que ce soit pour leurs études, je leur dis toujours, pour l'extrascolaire, pour tutti quanti, ok, pour tout ce qui fait leur vie. Tu es maître de ton destin, je leur dis toujours. S'il y a des enfants qui me regardent, on sait jamais, j'espère pas quand même, hein, j'espère que papa et maman seront derrière vous, en tout cas avec YouTube. Mais si vous me regardez là, s'il y a des enfants qui sont là, s'il y a des ados qui sont là, de jeunes adultes en devenir ou des adultes, vous êtes toujours responsable de ce que vous faites à quelconque moment. Même si, quelquefois, vous n'avez pas les cartes en main, quand je parle des enfants, par exemple, de l'enfance, etc., vous êtes toujours à un moment donné confronté à vous-même et aux choix que vous allez faire, aux routes que vous allez prendre, au chemin que vous allez prendre. Et c'est ce que je dis très souvent à mes filles. Tu as le choix. Exemple, tu as le choix d'être ami avec cette personne. Ça te donnera ensuite des perspectives d'amitié ou pas, selon la personne que tu as en face. Tu as le choix d'être chéri avec cette personne ou pas, à toi de voir si elle te convient ou pas. Pareil en fonction des études, et là je suis quand même assez stricte avec elles là-dessus. Mais bon, en même temps, elles sont... Et ça, je vous en parlerai quand je vous ai dit que je vous parlerai de la parentalité, etc. J'ai des filles, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Elles sont excellentes à l'école, mais je leur dis toujours, vous êtes responsable de votre avenir. C'est-à-dire que moi et papa, on est là pour vous expliquer, pour vous aider dans vos études. On est là pour vous. Mais si vous réussissez, c'est vous la réussite, c'est pas nous. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Un jour, ma fille, elle me l'a dit en plus il y a quelques semaines, elle m'a dit, je sais plus de quoi on parlait, et elle m'a dit, mais tu décideras pas toujours à ma place. J'ai dit, mais enfin ma chérie, je décide déjà pas à ta place. Tu confonds les conseils que je peux te donner avec les choix que toi tu fais. J'ai dit, mais tu décides déjà. Quand tu décides d'avoir tel ou tel ami, quand tu décides d'avoir tel ou tel comportement, quand tu décides de travailler ou pas à l'école, tu décides déjà. Et je lui ai dit, plus tard, quand tu seras autonome, je t'aurai donné normalement toutes les armes, et après, ça sera à toi de décider ce que tu en fais. Mais tu décides déjà de ta propre vie maintenant, même à tout jeune âge, tu décides déjà maintenant. Et donc, c'est ce que je leur dis, c'est que vous êtes toujours maître de votre destin. Si moi, je vous dis, par exemple, en tant que maman, là, par exemple, en maths, tu as eu une petite difficulté, on va reprendre, on va retravailler ça ensemble. Ok, très bien, on apprend tout ça. Pareil en vocabulaire, si tu n'arrives pas à écrire bien ton orthographe, etc., on revoit le vocabulaire ensemble, on le réécrit, on se le réapproprie, on essaye de comprendre la genèse du mot pour bien l'écrire, comprendre pourquoi il s'écrit comme ça, etc., les lettres muettes, machin, blabla. Bref. Je lui dis, mais après, et quelquefois ça arrive, je lui dis, ma chérie, que ce soit pour l'école ou autre, je lui dis, là, je te dis ce que je pense, moi, être le mieux pour toi. Mais la seule maître à bord, c'est toi. C'est-à-dire que je te dis, par exemple, là, ce que tu dois faire. Si toi, tu décides de faire autre chose, je te laisse faire. Et je vous assure que même maintenant, je le fais. C'est-à-dire que je leur dis, voilà. Moi, je te donne mon avis, je suis ta maman, je suis quand même là pour te guider dans la vie, mais c'est toi et toi seul qui dirige ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles choisissent selon leur vie. Bon, c'est pas des grandes questions existentielles, mais quelquefois, il y a des petites choses comme ça qui déclenchent là-haut, ok? Et qui font d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire mes merveilleuses et filles
magnifique, bien évidemment. Quand je leur ai expliqué le film et la profondeur du film et tout ça, pour elles, ça résonnait sans raisonner parce que je leur dis ça tellement tout le temps. Qu'en fait elles sont maîtres de leur destin, que tous les choix qu'on fait amènent à des conséquences, et qu'il faut pas aussi, quand on se trompe, quand on échoue, quand on se trompe tout simplement, quand on échoue, quand on fait des erreurs, il faut aussi reconnaître ces erreurs quand elles ont fait des bêtises, par exemple. Je leur apprends aussi à être responsables de leurs bêtises, à assumer. J'ai dit ça sert à rien. J'ai dit parce que, enfin selon les discussions que j'ai dit ma chérie t'as pas de chance avec maman parce que maman elle sait d'avance ce qui va se passer, elle sait ce que tu as fait avant que tu le fasses. J'ai dit mais je te laisse toujours aller au bout avant. Je l'ouvre jamais avant, c'est-à-dire que je les laisse faire, j'anticipe pas parce que même si je le sais moi, je sais tout ce qui va se passer. Je n'anticipe jamais, ça c'est aussi c'est un truc, je vous le dirai mieux dans la parentalité, mais il faut pas trop anticiper les désirs, les envies, les problématiques que votre enfant peut avoir, sauf si ça met en danger leur vie ou leur bien-être, ok. Faut pas trop anticiper leurs envies, leurs besoins, parce que sinon l'enfant ne sera pas capable de déceler lui-même ses propres envies, ses propres besoins. Je vais pas développer plus que ça, sinon là je vais en avoir pour une plombe. Mais voilà, je laisse toujours à mes enfants le choix, le libre arbitre. Je leur apprends déjà à faire leurs propres choix, je leur apprends déjà à analyser énormément. Vous l'aurez compris, ok, ceux qui me connaissent commencent à comprendre un peu le phénomène que je suis, le mammifère que je suis. Foncièrement, je vais inculquer ça à mes enfants et j'inculque déjà, même à ma pitchoune, hein, déjà même à n'importe laquelle qui était bébé, c'est... On apprend à ses enfants à capter les choses. Moi, en tout cas. Chacun fait ce qu'il veut et surtout comme il peut. Mais moi, j'ai certaines armes, j'ai certaines compétences, j'ai certaines choses qui font que je peux me permettre d'inculquer certaines choses à mes enfants. Et donc, voilà. Moi, en fait, j'ai pas spécialement de choses à dire vraiment sur ce film, mis à part que j'ai pas aimé. Alors, la vie de mes filles aussi, elles n'ont pas aimé. Ça au moins. Après, si vous voulez le faire voir à vos enfants, il n'y a rien qui fait peur. C'est un film très accessible aux enfants, de très jeunes enfants, il n'y a rien qui fait peur, tout va bien. Au niveau de l'animé, on va dire, enfin des efforts 3D là qu'ils ont fait sur les lions en général. Alors effectivement, c'est pas les lions les plus charismatiques du monde, ce sont pas les lions les plus qui émanent des émotions extraordinaires. Au niveau du morphing, tout ça, on n'a pas trop d'émotions particulières qui émanent du masque du lion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez monotone, les expressions visuelles, en tout cas en tant que spectateur, qu'on a du lion, des lions, des lionnes, vous aurez compris, et de n'importe quel animal représenté. Voilà, ça manque un peu de relief, je trouve. Les décors sont jolis. La scène qui met en avant le futur trône qui sera dans le Roi Lion, c'est la seule scène que je trouve très belle, mais il y en a qu'une, elle dure 3 secondes. Et voilà, ce Scar est un peu bâclé pour moi. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond. Moi, réellement, la seule profondeur que j'ai trouvée à ce film, c'est vraiment cette histoire-là de tu n'es pas responsable de ton passé, mais tu es responsable de ton avenir. En gros, c'est ça. Et pareil, quand on fait le parallèle avec Mufasa, Scar, etc., ils étaient voués à être des personnes particulières, des rois en l'occurrence. Et il y en a un qui prend une certaine voie, l'autre qui la refoule jusqu'à un certain moment, jusqu'à en fait, plus arriver à refouler son véritable moi intérieur, ok, son moi profond, sa nature de roi, sa bravoure, tout ce qu'on voudra. Et un autre qui reste dans l'ombre, reste cantonné dans ce qui devait être. En fait, il devait être roi par définition, de par son père,
sans faire d'effort. Donc voilà, pas amené à aller plus loin, à se transcender, à avoir une approche beaucoup plus charismatique, etc. Je parle de Scar là. Voilà, et on a, je trouve, un Scar et une histoire de ce Scar-là, de ce personnage torturé que j'ai connu dans Le Roi Lion, qui pour moi était vraiment vite torché, quoi. Pour moi, ça a été, il n'y a pas de profondeur, vraiment, j'en ai pas trouvé. Pour moi, vraiment, la profondeur, elle est entre le parallèle entre Rafiki et Scar. C'est tout. C'est vraiment pour montrer ça. Alors vous me direz, du coup la profondeur de Scar tu l'as là-dedans. Ça te montre que il a pas assumé son rôle de roi, ce à quoi il était destiné, tout ça. Oui, d'accord, mais je veux dire, comparé à un Mufasa qui devient roi, il aurait pu vraiment avoir un combat, un duel, une blessure profonde, un truc, et pas juste par la trahison d'une fille. Qu'il aurait été amoureux, voilà, au bout de 2 jours. Je veux dire, c'était pas le grand amour de sa vie non plus. Ça faisait que 2 jours qu'il la connaissait. Enfin, je veux dire, c'est très vite fait, c'est très vite emballé. Et puis c'est tellement facile, voilà, l'amour de deux frères pour une même femme, ou même de 2 copains pour une même femme, qui n'ont rien à voir avec les liens du sang, j'ai envie de dire. C'est vu, c'est revu. Tu vois venir à des kilomètres. Je me suis dit non, ah non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ils vont pas nous la faire comme ça. Ah non, c'est trop facile, c'est trop simple. Donc voilà, après ce que je peux en dire aussi, petite parenthèse, je pense que dans le film, on a Timon et Pumba qui ont un rôle plus que secondaire, qui sont pour moi inintéressants au possible. Mais bon, bref, ils ont pas leur place, franchement, ils sont pas spécialement drôles, même si on sait les personnages qui les doublent derrière, je les ai pas trouvés très drôles. Waouh! Là, je me suis fait j'avais pas vu là. Bon, mon maquillage est en train de partir en couille, c'est pas grave, pardon pour le vocabulaire. Mon maquillage est en train de se faire la malle. Mince, il était joli comme tout. On va finir en eau de boudin, bref. Et je pense que Le Roi Lion, au moment où il est sorti, je pense a traumatisé plus d'un enfant. Et je pense que là, ils ont voulu vraiment tamiser le truc. Parce qu'on voit souvent Timon et Pumba avoir cette phrase de dire on va y aller tranquille, enfin on va essayer de tamiser, en gros on va y aller plus doucement, plus tranquille, vous voyez. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un petit peu plus accessible. Pareil pour ah oui, parce que je vous ai pas dit, il y a Mufasa qui retrouve sa mère à la fin du film. Et son père, on comprend qu'il est mort. Donc on a pareil, la même chose avec Simba, qui perd son père. Mais Simba, c'est très frontal, c'est très brutal. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Et là, on a vraiment quelque chose, c'est pas le truc qui te percute. Ça se passe. Bon, moi, j'ai pleuré parce que je sais, et puis je me suis revue Le Roi Lion, tout ça, et puis voilà, la perte d'un parent, enfin, chiotte, quoi, au bout d'un moment. Mais bon, je veux dire, c'est pas le truc qui te marque comme ça a pu marquer dans Le Roi Lion, par exemple. Ça n'a pas une profondeur aussi forte. Et c'est pas ça qui fait que Mufasa veut devenir celui qui va être, par exemple, à la différence de Simba. Lui, c'est vraiment ce choc, la perte de son père, qui va faire qu'ensuite il va devenir quelqu'un de bien. Parce que pareil, si je vous fais une review sur Le Roi Lion, pour vous la faire très courte, Simba, c'est un petit con dès le départ, ok, c'est un petit garçon pourri gâté, un petit con qui est censé devenir un petit con plus tard. Et en fait, ce trauma qui va faire de lui ce qu'il va être, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus sage, parce qu'il est passé par des épreuves, forcément, va faire de lui quelqu'un de très royaliste et de très charismatique, de très sage, de très Simba, quoi. Petite review en 30 secondes du Roi Lion. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire de Mufasa. C'est pas le film du siècle. Vous pouvez le faire voir à vos enfants. Mes filles, moi, elles ont pas aimé. Il y a rien qui leur a plu. Il y a rien qui les a fait rire. Il y a rien qui... Alors, les a fait pleurer, si, un petit peu quand même. Parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes, donc bien sûr que oui. Il y a des scènes qui les ont fait pleurer. Elles ont trouvé très mignon la relation entre Scar et Mufasa, du coup. Et elles ont pas compris. Et tout le long du film, on dit, mais maman, mais alors, mais quand est-ce que Scar, il devient Scar? Pourquoi? Et puis, pourquoi il devient Scar? Même elles ont pas trop compris le pourquoi du comment. C'est pas bien amené, c'est pas assez amené. Et il n'y a pas de profondeur dans ce personnage, de ce pourquoi il devient à ce point mauvais jusqu'à en vouloir et faire tuer son frère, qu'on connaîtra dans Le Roi Lion.
Donc voilà, moi la seule chose que je peux vous en dire, c'est ça vraiment pour pointer l'accent dessus. Si je peux après faire un petit aparté sur ce film, c'est vraiment à tous ceux à qui je m'adresse, avoir toujours une lueur d'espoir dans vos avenirs, dans vos décisions. Si des enfants passent par là, vous êtes maître de vous, du futur que vous deviendrez, de la future personne que vous deviendrez. Aux ados et jeunes adultes en devenir pareil, vous avez encore toutes les cartes en main, vous êtes jeune, vous pouvez toujours changer les choses, vous pouvez toujours changer les choses, vous pouvez toujours faire que votre avenir soit meilleur, vous pouvez toujours tout foutre en l'air aussi, bien évidemment, c'est toujours plus facile de tout foutre en l'air que de se battre et d'y arriver, j'en sais quelque chose, mais croyez-moi, quand on y arrive, on est fier de soi et la vie est quand même beaucoup plus tranquille. Et pour tous les adultes, on est aussi toujours à temps de changer son destin, de changer sa vie, de changer ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, etc., etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est ce discours un petit peu sur le courage, sur la vie, sur le courage d'affronter la vie, sur le courage d'affronter qui l'on est, et de pas avoir peur de qui on est. Et si on part avec des balles de plomb dans le pied, vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez ce que je veux dire? La différence de certaines autres personnes qui ont plus de facilité, qui ont un avenir, un vécu beaucoup plus simple que d'autres. Si vous avez comme ça des coups de fusil dans les pieds, dans les pattes qui vous empêchent d'avancer, relevez-vous toujours. Vous avez toujours le choix. Voilà. C'est, en gros, je vais prendre une image un petit peu bête, peut-être, un petit peu violente, peut-être, mais vous la prenez comme vous voulez. Si vous prenez des balles de plomb dans les jambes, soit vous prenez une canne à côté et vous vous aidez à marcher, soit vous coupez la jambe et vous continuez sans ça. Ou même des prothèses de jambes tout à fait lambda. Voilà, vous avez ces choix dans la vie. Alors oui, vous avez mal, oui, ça fait mal. Oui, vous avez un truc là qui vous empêche d'avancer. Mais vous avez la force en vous et vous avez des armes, alors qui sont peut-être pas celles que vous avez voulu au départ, mais vous avez toujours des moyens. Avec l'exemple de cette jambe qui est pas très glam et pas très voilà, vous pouvez mettre une prothèse à la place, vous pouvez prendre une canne à la place, vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment l'image, j'essaie de toujours fonctionner par l'image pour que vous ayez vraiment le truc en tête. Vous avez toujours moyen de vous en sortir, même si c'est dur, même si vous y laissez des plumes, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Même si vous avez besoin d'aide, même si vous avez besoin d'appui, même si vous avez besoin de changer quelque chose pour aller vers un mieux, vous pouvez toujours vous en sortir. Vous pouvez toujours faire en sorte que votre destin devienne meilleur ou de la merde, hein, bien sûr. Chacun est libre de ses choix. Mais vous pouvez toujours vous en sortir dans la vie. Vous pouvez toujours prendre les bonnes décisions pour vous. C'est la morale que j'ai à vous donner sur ce film, si ça peut vous donner l'envie de le voir et le voir d'une façon différente que juste le pourquoi de Mufasa. Parce que pour moi, c'est pas ça. Je l'ai pas vu comme ça. Je n'ai pas vu du tout l'intérêt. Moi, c'est plus l'intérêt de, comme je vous ai dit, ces deux entités, Scar et Rafiki, qui partent avec le même handicap. C'est-à-dire qu'ils ont été rejetés par leur propre tribu, en gros, par ceux qui sont censés les aimer. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais, du coup, pencher vers le mal parce que c'est dur de se prendre cette soufflante-là dans la tête. Je dis pas que c'est facile, mais est-ce que je prends ce chemin-là, qui est du coup le chemin tout tracé, parce que du coup, quand tu te prends des coups, c'est très facile de ne pas se relever, et enfin, c'est facile de rester à terre. Ou alors, tu prends la voie de la sagesse et du courage et de Rafiki, et tu te révèles et tu te transcendes et tu vas au bout de toi-même et tu vas après même au-delà aider les autres parce que toi t'en as chié, parce que toi tu as été résilient, parce que tu as su comment faire. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire pire, mais en tout cas dans le cas de Rafiki, pour faire un parallèle avec les humains, tu peux
aider les autres de ta propre expérience, et encore plus quand il t'arrive des merdes dans la vie, tu es encore plus à même d'aider les âmes perdues, les âmes écorchées, etc., etc. Bref. Voilà, tout ça pour dire ça, en gros, si ça peut... si vous voulez voir ce film et si ça peut vous donner une envie de gagner le combat, en gros, ok, on va tous s'en sortir dans cette putain de vie, c'est ça. Pour moi, le message important à relever de ce film, c'est ça. Après, voilà, je vous ai fait quelques petites analyses vite fait, là, de ces envahisseurs blancs en Afrique, je sais même plus ce que je vous ai dit, mais voilà, qui m'est venu. Oui, la référence aussi avec la mythologie grecque, etc. Voilà, tout ça, c'est des petits messages subtils, mais qui sont placés là pour vous faire comprendre le pourquoi du comment. Mais moi, vraiment, la lecture que j'en ai, c'est celle-là. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je pense que je vais m'en arrêter là parce que franchement, je n'ai rien de plus à en dire, vraiment. J'aurais préféré qu'il fasse un Roi Lion 2 sur, par exemple, Kiara qui rencontrait Kovu avec cette rédemption, tout ça, ceux qui connaissent le 2, etc. Bref, et pas ça. Voilà, pas ça. Mais j'en garde quand même ce joli message là de combativité, d'accord, et tu n'es pas responsable de ton passé mais tu es responsable de ton futur, c'est la phrase en gros, si vous voulez la retenir pour vous donner le truc. Voilà, si ça peut vous aider, si ça peut vous motiver, voyez ce film pour ça. Sinon, pour moi, franchement, pas grand intérêt, voilà, bof. Bof, voilà, je l'ai vu, franchement, je ne le re-regarderai pas, très franchement. Je ne le téléchargerai pas, je ne l'achèterai pas, non, j'ai pas aimé. Et mes filles non plus. Donc elles, peut-être qu'en grandissant, elles se feront un avis différent, elles verront. Moi, j'ai pas aimé, et voilà. Mais si je dois vous motiver à aller le voir, c'est pour tout ce blabla que je viens de faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même si je suis pas autant emballée que je l'ai été pour La Belle et la Bête, et ce que je vais l'être après pour ce qui va suivre. Et ne vous inquiétez pas, la prochaine review qui arrive est bien évidemment Maléfique. Je vous spoil d'avance, je sais que vous l'attendez tous et moi aussi, j'attends de vous la sortir. Là, je vais être beaucoup plus là, hein, je serai là, je serai dedans. Là, je sais, même moi, hein, je me sens, mais voilà, je me suis sentie beaucoup plus percutante quand je vous ai dit mon message, mais après, pour le reste du film, moi-même, je me suis sentie beaucoup moins passionnée, vous voyez. Mais bon, voilà, je voulais vous faire quand même cette review. C'était l'occasion aussi de vous faire toute la vidéo d'avant, que je trouve quand même pas trop mal. C'était sympathique à faire. Du coup, je me trouve très foncée là, parce que là, ça y est, la nuit est tombée au moment où je fais la review. Donc, bref. Voilà, donc on va s'en arrêter là pour mon analyse du film et pour la motivation que vous pouvez en avoir, si vous voulez avoir une motivation de l'avoir, et pour la lecture que j'ai pu en faire. Voilà, rien d'extraordinaire, très franchement. À vous de me dire. À vous de me dire ce que vous en pensez, si c'est quand même pas trop mal, si ça va, si je me suis pas trop foirée. Voilà, il y a des références, mais il y a moins de références que d'habitude parce que moins inspirée, parce que je les ai peut-être pas vues, parce que je suis peut-être passée à côté, mais enfin voilà, j'ai des références de mythologie grecque, j'ai des références de psychologie rapidos, et puis voilà, moi, mon analyse à moi surtout. Et voilà, c'est toujours en fait, ce film-là, c'est toujours dans la continuité de toute façon du Roi Lion, c'est en fait se construire... voilà, se construire et s'accepter, et être résilient et savoir accepter qui on est, avoir le courage d'être qui on est, et d'aller au-delà de ce qu'on était destiné à être. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, même si on est destiné à être un grand roi,
ne pas se reposer là-dessus et être toujours dans la recherche de quelque chose de plus grand. Là, je pense à Simba, par exemple. Être à la recherche de toujours quelque chose de plus grand, de mieux. Toujours. Voilà, ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se reposer sur une certaine éducation qu'on aurait pu avoir, qui est idyllique ou quoi que ce soit, voilà. Toujours aller au-delà, toujours essayer de se transcender, d'aller au-delà de ses limites, pour tout, pour les relations, pour les études, pour le travail éventuellement. Mais voilà, moi, c'est ce que je dis à mes filles, de toujours aller au-delà de leurs compétences, au-delà de de ce qu'elles pensent aussi, parce qu'on a des ressources insoupçonnées en soi, et donc les décisions que vous prendrez feront les adultes et les personnes que vous deviendrez. On va finir sur ce mot de la fin. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même si c'est moins passionné que les autres. Je me sens moi-même moins passionnée, mais voilà. Donc ça peut quand même être bien, ça, je le verrai en montage, et à vous de me dire si vous avez aimé quand même, parce que j'essayais quand même de ressortir quand même quelque chose d'intéressant, on va pas se mentir, sur cette analyse, parce que c'est tout con, mais en fait quand j'ai parlé de ce film, je voulais faire la review avant de le voir. Quand je l'ai vu, en sortant du truc, j'ai dit non, franchement, c'est nul, j'aime pas, j'ai rien à dire. Et dans la voiture, après, quand on en a discuté avec les filles et que j'ai développé le truc et que j'ai fait ce parallèle, en fait, parce que moi, c'est quand je parle que ça me vient, et que je leur ai fait finalement, en fait, que le truc est venu à moi, ce parallèle entre Rafiki et Scar, je me suis dit, en fait, je l'ai, mon sujet, il est là. La profondeur du film, elle est là. Donc, je vous la partage quand même. Je pense que ça peut être quand même intéressant, somme toute. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous aura donné envie de le voir ou pas. Donc voilà, quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine review sera maléfique, je vous l'assure, je vous le dis d'avance. Donc hurrah. Mais j'ai voulu faire celle-là avant parce que voilà, Mufasa est un petit peu plus là maintenant. Donc maléfique arrive tout de suite derrière. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires, évidemment, vos réflexions à vous, vos ressentis, etc. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.